Bonjour tout le monde. Donc, mon collègue André et moi, nous sommes avec vous aujourd'hui, d'abord et avant tout pour vous parler de la déclaration du premier ministre hier qui nous a parlé de sa volonté de vouloir déplacer les travailleurs, donc nos travailleurs de différentes régions, sur les chantiers d'Hydro-Québec et sur les différents chantiers de construction. Pour nous, c'est un plan qui est sans queue ni tête. En fait, là, ça démontre toute l'improvisation caquiste dans le milieu. J'ai été abasourdie donc de voir qu'ils souhaitaient envoyer donc des gens qui font donc des dessins industriels, des gens qui travaillent dans des milieux de pointe, par exemple, dans nos zones d'innovation en Estrie, et se dire, bien, tous ces travailleurs-là, vous savez quoi? Moi, j'ai l'idée du siècle, je vais les envoyer dans le Grand Nord, je vais les envoyer sur les barrages d'Hydro-Québec. Pour nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande au gouvernement, c'est un plan qui soit détaillé, c'est un plan qui soit logique et sensé, parce que ça ne répond pas aux besoins des travailleurs. Merci. Mes premières pensées ce matin vont aux travailleurs de Sayabec, en Gaspésie, qui ont perdu leur emploi. Sébec, pardon. Hier, en Gaspésie, qui ont perdu leur emploi suite à l'annonce d'Uniboard qu'ils allaient fermer une ligne de production en réponse aux tarifs américains et à toute l'incertitude qu'il y a dans le marché. L'incertitude, M. Legault, hier, nous a dit que c'est un poison à l'investissement. Et sur ça, il a raison. Mais l'incertitude, elle vient des tarifs, oui. Elle vient du fait que nos industries n'ont aucune prévisibilité au Québec avec le régime forestier actuel. Elle vient du fait que les industriels se posent la question, quand est-ce qu'on va avoir un nouveau régime forestier? Est-ce que je vais pouvoir faire des investissements? Déjà, là, nos entreprises forestières, elles ont 15 de tarifs lorsqu'elles vendent aux États-Unis, avec une augmentation potentielle de 25 le gouvernement a une obligation de tout faire en son possible pour réduire le fardeau financier de ces entreprises-là. Oui, réduire le fardeau réglementaire, mais également réduire le fardeau financier que ces entreprises-là ont devant elles à chaque fois qu'elles vont en forêt. Alors, on réitère aujourd'hui notre demande que le régime forestier soit changé le plus rapidement possible et qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. On a 30 jours devant nous et on ne peut pas les gaspiller. Les Québécois, dans un sondage publié ce matin, là, aux 3/4 disent qu'ils vont moins aller aux États-Unis, considèrent moins les Américains comme des amis, vont réduire leur consommation de produits américains. Est-ce que c'est un mouvement à long terme ou c'est juste l'effet immédiat selon vous? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Bien, il y a deux choses là. Moi, j'étais allé à l'épicerie en fin de semaine, puis honnêtement, j'étais fier de voir des gens regarder l'étiquetage derrière leurs produits. J'étais fier de voir une solidarité québécoise, canadienne derrière tout ça. Et est-ce que c'est un mouvement à long terme? Je ne sais pas, mais on a 30 jours pour envoyer un message au président américain, 30 jours pour passer un message aux entrepreneurs américains, aux entreprises américaines, pour qu'elles le passent au gouvernement américain. C'est-à-dire que non, elles ne peuvent pas se passer du Canada. Oui, le Canada, le Québec est un marché important pour des entreprises américaines et qu'il va y avoir des répercussions sur l'économie américaine. C'est comme ça qu'on passe un message au gouvernement américain. Alors, moi, j'étais fier de ce mouvement-là que les Québécois d'eux-mêmes ont amorcé. Est-ce que vous avez coupé, par exemple, certains produits américains, personnellement, autant l'une que l'autre? Et effectivement, là, chez nous, on a annulé notre abonnement à Disney+, aux grandes dames des enfants. Moi, j'ai annulé mon abonnement à DAZN. Ça vous allez me dire que la saison de football américaine est finie, mais quand même, il y a d'autres sports qui sont sur cette plateforme-là. La semaine dernière, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que vous allez consommer du vin américain. La réponse était non, puis c'est encore non. Madoua, je ne sais pas si tu as des... Ben oui, d'abord, sur le vin, là, je pense que vous aurez constaté que je ne vais pas souvent à la SAQ de ce temps-ci. Donc, ça a été une décision facile. De mon côté, moi, j'ai fait le tour de mon épicerie. En fait, de mon épicerie, oui, mais je de mon garde-manger, de mon réfrigérateur en fin de semaine. D'abord, j'étais contente de constater que parfois, juste par réflexe et par préférence, qu'il y a la grande majorité de ce que j'ai déjà chez nous. Donc, ce sont des produits québécois, canadiens. Donc, c'est sûr que là, je me suis dit, bon, on va ajuster pour le reste, mais déjà, donc, en grande partie, les efforts, ils sont faits. Mais outre ça, donc c'est sûr que vous comprendrez qu'il n'y a pas vraiment eu de commande sur Amazon là, depuis quelques semaines. Qu'est-ce
Pensez des discussions qui commencent à ressurgir sur l'acceptabilité sociale de pipeline. On pense aussi au projet de GNL Québec. Est-ce qu'on doit revoir ces conversations-là? Bien, honnêtement, c'est des conversations, je pense, là, que dans le contexte actuel, c'est des conversations, et on a vu l'intervention de Mme Joly hier à la Chambre de commerce, qui est normal d'avoir. Nous, on n'a pas eu ces conversations-là encore à l'intérieur du caucus du Parti libéral, alors on va se permettre d'avoir les conversations avant de pourvenir avec quoi que ce soit. Il y a des candidats à la direction là, qui l'ont, cette proposition-là, donc sans dire que c'est à l'intérieur du caucus, au sein des membres, ça en parle, donc vraisemblablement, il y a comme une volonté de rouvrir le débat, on dirait. Là. Bien, c'est logique que les candidats à la chefferie veuillent regarder l'ensemble des politiques publiques du gouvernement du Québec et voir si ce sont les meilleures politiques à avoir dans le contexte actuel. Moi, je salue le fait que les candidats à la chefferie ne se gênent pas de regarder un dossier ou un autre. Ceci étant dit, pour cette question spécifique-là, sur les pipelines ou sur GNL Québec, le caucus ne s'est pas penché sur la question à ce moment-ci, alors je n'ai pas de position à vous partager. Comme fédéraliste, l'idée générale qu'il y a eu un assaut contre le Canada, c'est-à-dire que M. Trump, il y a des menaces d'annexation, de guerre commerciale. Quand on regarde la carte des gazoducs, des oléoducs du Canada, ça va vers les États-Unis. Donc, l'espèce d'idée qu'il faudrait qu'on ait quelque chose au Canada pour aider le Canada comme fédéraliste, ça va vous appeler. Mais je le mettrais dans un contexte plus large. Des lignes directes vers les marchés américains, là, il y en a pour toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que, et c'est pas d'hier, là, on a demandé à ce que le gouvernement du Québec travaille activement avec les autres provinces pour rouvrir certaines ententes qui pourraient bloquer ou certaines restrictions qui bloquent le commerce interprovincial. Moi, je viens d'une région frontalière. Il n'y a aucune raison pour qu'un producteur de bœuf de chez nous puisse vendre au marché local en Outaouais, mais ne puisse pas faire les 20 km et traverser la frontière ontarienne et aller vendre au marché public en Ontario. Là. Il y a toutes sortes de règles pour toutes sortes de marchés qui vaut la peine de regarder ces jours-ci pour que nos entreprises aient des marchés additionnels à leur disposition. Pourquoi ces règles-là ont été mises en place? Parce qu'on s'est donné toutes sortes de spécificités, mais... Vous avez été au gouvernement longtemps. Oui, vous avez raison. Puis ces choses ont été faites pour... Puis ce n'est pas simple d'enlever des règles interprovinciales, c'est complexe, mais dans le contexte actuel, on n'a pas le choix de le faire. L'inversement de la ligne B Sarnia, ça a été difficile. L'inversement de la ligne B Sarnia, ça a été difficile. Mais lorsqu'on parle d'un pays, on ne devrait pas favoriser le fait que le gaz et le pétrole traversent le pays. Autrement qu'en train puis en camion. Je vous le dis, là, on n'est pas rendu là. On n'a pas eu la discussion au caucus. On va attendre dans 30 jours, c'est long construire un pipeline. Le caucus du Parti libéral n'a pas eu cette discussion-là. Alors, lorsqu'elle aura lieu, si elle a lieu, j'en ai aucun doute, on vous reviendra avec une position qui est plus claire. Mais ceci étant, il y a toutes sortes de règles interprovinciales qui doivent être revues. Ça fait partie du plan qu'on a demandé au gouvernement de mettre en place. Et on aimerait avoir une stratégie de la part du gouvernement, à savoir quels secteurs sont prioritaires, c'est quoi l'échéancier et qu'est-ce que le gouvernement du Québec va mettre de l'avant dans ses discussions avec les autres provinces. Je comprends que vous voulez avoir la discussion. Non, mais juste rapidement, pour finir là-dessus, je comprends que vous voulez avoir la discussion au sein du caucus. Mais M. Fortin, si je ne m'abuse, il y a quand même eu plusieurs projets de pipeline qui auraient traversé votre circonscription. À quel point est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale pour ce type de projet-là, je veux dire, chez vous? Là? Honnêtement, je ne me souviens pas de projet de pipeline qui traversait ma propre circonscription, là. Ceci étant, on a quand même vu ce qui se passait comme mouvement un peu partout à travers le Québec. Mais ces discussions-là, elles ont eu lieu dans un contexte. Le contexte d'aujourd'hui fait en sorte que vous nous posez des questions là-dessus, fait en sorte que d'autres ordres de gouvernement ou d'autres niveaux de gouvernement se penchent sur la question. Le caucus va prendre le temps de bien réfléchir à l'ensemble de cette question-là avant de revenir. Sociale dans le contexte actuel envers des projets comme GNL pourrait être différent. Je ne l'ai pas mesuré le niveau d'acceptabilité sociale, mais je pense que le contexte économique, de toute évidence, force d'autres ordres de gouvernement à se pencher sur la question, fait en sorte qu'il y a des candidats à la chefferie qui se prononcent et le caucus ne s'est pas prononcé, alors je ne vais pas vous annoncer une nouvelle position.
puisqu'on n'a pas eu la chance d'en Le discuter. ministre hier a attendu l'annonce d'opposition. Il y a des chefs qui avaient déjà sollicité des rencontres. Est-ce que votre chef en a sollicité une, ou est-ce qu'il en a obtenu une, ou est-ce qu'il a été refusé? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Bien, pour être honnête, je ne veux pas parler pour le chef. Là, je ne sais pas s'il y a eu une demande formelle. Mais ceci étant, quand M. Legault nous dit « je veux travailler avec les oppositions », bien, c'est un peu à lui de nous dire dans quel contexte il est prêt à le faire, comment il est prêt à le faire, à tendre la main vers les oppositions. Nous, des propositions, là, on en a fait une puis une autre. J'en ai une liste complète ici de propositions qu'on a fait au gouvernement. Mais si M. Legault est prêt à s'asseoir avec les partis d'opposition, nous, on va être très heureux de participer à une telle rencontre. Mais je ne crois pas que cette approche-là ait été faite. C'est comme toujours avec le gouvernement de la CAQ. Là. Hier, le premier ministre nous a dit « Ah, on est ouvert aux idées des 125 députés ». Mais lorsqu'on a posé des questions à la ministre des Forêts, moi, je ne sentais pas une très, très grande ouverture à la collaboration de ça. Madame Nicole-Cadet, la question me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Corrigez-moi si je me trompe, mais votre conjoint est américain, je pense. Oui. Visiblement, vous ne l'avez pas boycotté. Mais comment il vit ça, lui, toute cette situation-là? Est-ce que chez vous, il y a un débat où il y a, je ne sais pas, ça suscite certains malaises, disons? Non, ça suscite aucun malaise. C'est sûr que on a des conversations très intéressantes sur le conflit qu'on vit en ce moment, mais je pense que comme bien des Américains, il n'est pas tout à fait satisfait donc, de la situation. Donc, il voit de la manière dont le président Trump donc, a décidé donc, de gérer le tout. C'est un Américain, mais ça demeure donc quelqu'un qui vit ici, au Canada, qui vit ici, au Québec, depuis plusieurs années et qui est aussi touché par les menaces tarifaires. Est-ce qu'il considère québécois maintenant? Vous lui poserez la question. Vous êtes avec lui. Oui. Il se considère plus québécois qu'américain? Qu'américain, bien, c'est sûr qu'il a vécu beaucoup. Il est né aux États-Unis. Il a passé donc, la grande partie de sa vie aux États-Unis. Donc, ce sera difficile donc, pour lui donc, de ne plus avoir un attachement avec son identité américaine, mais de plus en plus québécois, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de gens manifestent leur fierté canadienne là, dans le contexte actuel. Est-ce que vous sentez que ça, c'est bon pour le fédéralisme? Parce que Pascal Bérubé, juste avant vous, disait que en ce qui a trait à la souveraineté, que ça ne change rien. Honnêtement, ce serait de la spéculation à savoir si à long terme, c'est bon pour le fédéralisme canadien. Ce que je sens, c'est que il y a un mouvement de fierté québécoise et canadienne qui se manifeste. Il y a un mouvement de solidarité qui se manifeste et ça se traduit à travers les chiffres de vos sondages ce matin. Et ça, c'est bon parce qu'on est devant un gouvernement américain qui se lance dans une guerre commerciale. Ça veut dire qu'il tente d'appauvrir les Québécois et les Canadiens. Alors, de savoir qu'il y a un mouvement de solidarité, qu'il y a un élan de solidarité entre les Québécois et les Canadiens qui se disent « nos entreprises d'ici, elles vont vivre un mauvais quart d'heure, puis moi, je veux les aider à se protéger, je veux les aider à survivre cette crise-là. » C'est bon. Maintenant, pour la question sur le fédéralisme, honnêtement, c'est de la spéculation et il y a beaucoup plus d'analystes de votre côté que du nôtre. Compression à l'Office de la langue française, 56 000 pour annuler un gala puis le faire aux 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, j'ai déjà pris part au Gala des mérites du français. Donc, je vous dirais que c'est un gala donc, qui récompense donc, ceux et celles qui maîtrisent notre langue avec aisance, qui veulent la partager, la transmettre, la valoriser. Donc, moi, je trouve que ce que la CAQ envoie comme message ce matin, c'est un mauvais message. Aussi, bien, on l'a vu, nous, depuis maintenant donc 2 ans, on dénonce donc à quel point donc, le gouvernement ne planifie pas ses différentes dépenses. Et ça a été le cas au niveau de l'OQLF aussi. Là, on pense à une dépense donc de 25 000 pour l'affichage d'un drapeau. Fait qu'on se dit, si le gouvernement avait mieux planifié, puis mieux donc anticiper le tout, bien, peut-être qu'on n'en serait pas à annuler un gala important, un gala, encore une fois, auquel j'ai assisté, qui met de l'avant ceux et celles qui valorisent la langue française. Il y a des coupes en français là, à l'OQLF. Il y en a aussi en culture, notamment. Le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel, on apprend ce matin qu'il fait environ 150 à 160 $ de l'heure
Est-ce que c'est un bon investissement d'argent, considérant aussi le contexte dans le milieu culturel? Bien, c'est sûr qu'on se pose des questions. Il y a des gens dans le milieu culturel qui sont dans la rue, qui demandent au gouvernement d'investir beaucoup plus en culture et qui voient des disparités de traitement qui existent dans le milieu. Quand ce groupe-là obtient une rémunération qui est 8 fois plus élevée que la moyenne des salaires que l'on retrouve dans le milieu de la culture, pour nous, c'est aberrant. On demande au gouvernement de se poser des questions. On parle quand même donc d'un groupe de travail donc, qui est circonscrit. La mission du groupe de travail est importante. Ça, on ne le nie pas. Certainement qu'on veut savoir donc, quel sera l'avenir de l'audiovisuel. Mais on se pose des questions sur le jugement du gouvernement dans la décision qu'il a prise au niveau de la rémunération liée à ce groupe. Regarding GNL Québec, do you think it's a good thing that the federal minister, Mélanie Joly, said yesterday at the Chamber of Commerce, I'm not closing the door at this point? Is it realistic? Is it reasonable to not shut the door to a project that was rejected? I think that the main thing it says is that different orders of government are putting everything on the table these days, but at the same time, on the substance of the issue, we haven't had the debate at the Quebec Liberal Caucus just yet, so we don't have a firm position. We don't have a position on reopening this debate. But is it surprising to see GNL Québec coming back in a way? Well, I think as we were saying, there's a lot of things that are being put on the table that haven't been put on the table for a long time, and the interprovincial rules are one of these. The issue that you mentioned is one also, but it is, for us, it's vitally important to open the debate on what we can do between provinces. And that's one of the things that we've asked government to do, and for which we'd like to know what the Quebec government priorities are, what sectors they are prioritizing, what the timeline is. We know we've got 30 days ahead of us to make our point to the U.S. government. So for us, it's vitally important to start setting that conversation and to have real results on it. Are you calling for Quebecers to boycott U.S. products? It's not a direct appeal to Quebecers, but I think Quebecers are taking it upon themselves, which is a very positive thing. I went to the grocery store this weekend, and I was proud to see people looking at the labels before putting stuff in their carts. I was proud to see that the étalage, the stand on American pears, was still full, and the one on Quebec apples was almost empty. It was, to me, Quebecers are doing it themselves. They're realizing that the U.S. government is directly attacking our level of prosperity. They want to impoverish us, and Quebecers themselves are taking it upon themselves to say, well, you know what, I want to be part of protecting our businesses, protecting our jobs, and I want to encourage our businesses, which are going to have a tough time over the next little while. Do you think it's wise for politicians to go as far and say we want to boycott versus kind of buy local, which is always kind of there, but to call for a boycott formally, what's the potential dangers of that? I think what we are asking government and what we're asking Quebecers at this point are two different things. We are asking government to have a complete and strategic approach on what we buy as a government, on our approvisionnement of goods, and to look at everything that we can do to favor Quebec and Canadian business. As for citizens, obviously, what we're seeing from the polls today in the paper are that we don't need to ask Quebecers to boycott one product to another. They're doing it themselves. They're taking it upon themselves. They want to show their Quebec pride, their Canadian pride, and they want to help our local businesses survive. What Mr. Legault said at question period after his ministerial statement that workers who lose their job in the manufacturing sector should just go and work with Hydro-Quebec's and join this workforce for electricity facilities, and what you believe that this is like a very bad calculation? Yeah, to me it shows that
Premier Legault doesn't understand the manufacturing sector. It doesn't understand the type of jobs that we have in the manufacturing sector. It also that there are people who live in different communities with their families, with their spouses, who are part of an ecosystem, and it doesn't seem that this responds to their own needs to, at the first occasion, like when they sees like, well, there is this tariff war, this risk that is coming from President Trump, that the first thing that he tells them is like, oh, okay, well, we're just going to send you to build dams for Hydro-Quebec because I have a known need to be able to increase the labor force for Hydro-Quebec. Well, we'll remember that actually just like here on this stand, like a year ago, when Michael Sabia presented his plan and said that we needed 35,000 workers per year to be able to get to the to succeed his plan for 2035, that we questioned Mr. Legault and we questioned him in question period also, knowing, okay, what is it? What is your plan? How are you going to get to these workers? And he did not have any plan. Same thing for the construction sector. We questioned him. You remember when it comes to the trainings, the accelerated trainings where people were paid and sometimes like to be able to build things in their own gardens, we saw that this was not sustainable, did not work. So in the construction industry as well, has been looking for a solution to increase workers. And now it seems that he thinks that President Trump just offered him something on a platter. This is not how it works. The workers who are part of their communities do not necessarily want, if this is something that they individually want and matches their skills, that's one thing. But the manufacturing sector, sometimes it's people in the innovative sector as well. These are workers who are a variety of skill sets, and this is not a one-for-one. We need a complete plan, and this is not what Premier Legault presented us yesterday. Merci. Merci.